Et si, du jour au lendemain, les usines allemandes s'arrêtaient, non pas faute de clients, mais faute de matières premières? Imaginez, 12 milliards d'euros de pertes en seulement 3 mois pour ce qui était encore, hier, le cœur industriel de l'Europe. À Wolfsburg, chez Volkswagen, les chaînes de montage se figent. À Ludwigshafen, les ateliers de BASF plongent dans un silence glacial. Ce n'est pas une crise classique, c'est une paralysie soudaine orchestrée à des milliers de kilomètres, à Moscou. Une directive secrète du Kremlin vient de tomber, stoppant sans avertissement l'exportation de gaz inertes essentiels, de néons ultra purs, de palladium stratégique et de métaux rares vers l'Allemagne. Plus rien. Les livraisons sont suspendues, les contrats annulés d'un simple message laconique. Pour les ingénieurs réunis en urgence, c'est le choc. Sans néon, impossible de produire des micropuces. Sans palladium, l'industrie chimique s'effondre. Les stocks fondent en quelques jours. Les machines sont mises en veille. Les ouvriers parlent déjà de catastrophe. Au même moment, les places boursières s'effondrent. Les pertes s'accumulent. Et Berlin réalise l'ampleur du piège. Il n'existe pas d'alternative immédiate. La Chine est saturée, l'Afrique instable, et personne ne peut remplacer la Russie du jour au lendemain. L'Europe risque de perdre non seulement sa puissance industrielle et son poids mondial, mais aussi des centaines de milliers d'emplois et une part de son identité. Alors, l'Allemagne peut-elle vraiment survivre sans les ressources stratégiques russes? Pour comprendre comment cette situation explosive a pu se produire, revenons sur les toutes premières heures du choc industriel. Ce que la plupart des Européens ignorent, sans néon russe, pas de microprocesseurs, sans palladium, pas de catalyseur. En quelques heures, l'Allemagne a découvert à quel point son industrie repose sur des ressources venues de Russie. Du jour au lendemain, Moscou a imposé un embargo sur les gaz rares ultra purs et les métaux stratégiques, piliers invisibles de la fabrication allemande, du secteur automobile à la chimie, en passant par l'électronique. Aucune usine, aucun secteur n'a été épargné. Les supply chains se sont instantanément grippés. Pas de néon? Impossible de graver les puces électroniques. Pas de palladium? Les chaînes d'assemblage d'automobiles s'arrêtent net. Et pour ces ressources, il n'existe tout simplement pas de plan B immédiat. La Chine gère déjà ses propres pénuries, l'Afrique n'a pas la capacité, et ailleurs, c'est l'instabilité ou l'insuffisance des volumes. Les stocks fondent en quelques jours, les directeurs logistiques tirent à la sonnette d'alarme. La réponse de tous les fournisseurs alternatifs. Impossible, délai inconnu, volumes infimes. Dès la première journée, la panique s'est emparée des industriels allemands. Les cours des géants de l'industrie s'effondrent à la bourse de Francfort. Les analystes tentent de chiffrer les pertes, des milliards d'euros envolés en 48 heures. Dans les usines, c'est l'atmosphère des mauvais jours. On parle de chômage technique, de fermeture temporaire, voire de licenciements massifs. Une directive venue de Moscou vient de geler la colonne vertébrale industrielle de l'Europe en ciblant précisément ce qui ne peut être remplacé. Le plus inquiétant? En réalité, la survie même du modèle allemand est en jeu. Sans matières premières, l'Allemagne ne peut plus produire. Tout le continent risque désormais une crise industrielle sans précédent, avec des pertes d'emplois massives et une récession à la clé. Mais ce blocage n'est pas le fruit du hasard. Quels sont les calculs froids derrière la manœuvre russe? Ce choc n'a rien d'accidentel. Moscou a identifié les veines vitales de l'industrie allemande et les referme méthodiquement, sans la moindre hésitation. Ici, il ne s'agit pas d'un simple bras de fer économique, mais d'un coup précis, calculé. La Russie ne se contente plus de fermer le robinet du gaz. Elle cible les matières premières technologiques, celles que l'on ne remplace pas du jour au lendemain. Le palladium pour les catalyseurs, les gaz inertes pour les microprocesseurs, autant d'éléments essentiels à la machine industrielle allemande. Berlin, pensant pouvoir durcir les sanctions financières et bloquer les actifs russes, se retrouve prise à revers par une riposte bien plus dévastatrice. Moscou, implacable, annonce la révision des exportations vers les pays inamicaux. Pas de négociation, pas d'explication, juste des faits. Et ces faits frappent là où ça fait le plus mal. Les stocks stratégiques de l'Allemagne? 2 semaines, au mieux. Après, c'est la panne sèche pour des pans entiers de l'industrie. Le choc est immédiat.
Les sous-traitants commencent à plier, les carnets de commandes se vident, les opérateurs énergétiques réduisent la cadence. Les dirigeants de l'industrie tirent la sonnette d'alarme à la télévision. Chaque jour d'arrêt, c'est des dizaines de millions d'euros qui s'envolent, des milliers d'emplois menacés, et surtout, l'effet domino se propage dans toute l'économie européenne. Dans les couloirs du pouvoir, l'ambiance est électrique. Le gouvernement allemand tente de rassurer, parle d'alternatives, de routage. Mais derrière la rhétorique, tout le monde le sait. Il n'y a pas de vrai plan B. À Bruxelles, on ne discute plus des sanctions contre la Russie, mais d'un plan d'urgence pour sauver l'industrie européenne. Certains diplomates l'admettent à demi-mot. On n'avait jamais mesuré à quel point notre dépendance était vertigineuse. La peur d'une désindustrialisation massive s'installe. L'Allemagne, moteur de l'Europe, vacille. Perte de marché, perte de crédibilité, et la menace d'un basculement vers une économie de services plane désormais sur tout le continent. Mais ce qui se joue dépasse largement l'Allemagne. C'est le début d'un nouvel âge de la guerre économique, où la possession des ressources redéfinit brutalement toutes les règles. En fermant le robinet des ressources, Moscou ne s'attaque pas seulement à Berlin, mais accélère la redéfinition de la carte industrielle mondiale. La vague de choc, partie d'Allemagne, balaie désormais toute l'Europe. En Tchéquie, les usines d'électronique tournent au ralenti, incapables de s'approvisionner en néon pour la gravure des puces. En Pologne, les chaînes automobiles sont à l'arrêt, faute de catalyseurs. En France, les géants de l'aéronautique alertent sur la flambée du prix des alliages rares, dépendant du titane et des métaux russes. Ce n'est plus une crise allemande, c'est un séisme continental. Dans le même temps, la Russie ne regarde pas en arrière. Les contrats affluent avec la Chine, l'Inde, les pays du Golfe. Moscou trouve de nouveaux débouchés pour ses matières premières stratégiques, parfois à des conditions encore plus favorables. Les flux qui hier alimentèrent la puissance industrielle européenne partent désormais vers l'Est et le Sud. En parallèle, le Kremlin accélère l'autosuffisance et le développement d'un nouveau pôle industriel, tourné vers l'Asie. Face à cette réorganisation, l'Europe se retrouve sans filet. Les alternatives aux ressources russes n'existent pas à court terme. Relancer des mines, construire des raffineries, tout cela prendra des années, sans garantie de succès. Résultat, les industries menacent de s'arrêter ou, pire, de se délocaliser là où les matières premières restent accessibles. Déjà, les capitaux fuient l'Allemagne, les investisseurs préfèrent l'Asie. Le chômage monte, l'inquiétude grandit. Le modèle social allemand, fondé sur la stabilité industrielle, vacille. Le plus frappant, c'est que tout cela remet brutalement en cause l'équilibre du pouvoir. L'Europe se voyait à la pointe de la technologie, mais oubliait que l'innovation dépend avant tout de ce qu'on met dans la machine. Aujourd'hui, le véritable rapport de force n'est plus monétaire ou numérique, il est matériel. Celui qui tient les clés des matières premières tient l'avenir des nations. Le risque est immense. Si l'hémorragie continue, l'Allemagne pourrait se transformer en simple économie de services, reléguant son industrie au passé. L'Europe entière, autrefois moteur mondial de la production, risquerait de perdre non seulement des emplois, mais aussi sa souveraineté et son mode de vie. Une perte de pouvoir qui pèserait sur des décennies. Alors, existe-t-il une voie de sortie, une leçon à tirer de ce séisme industriel? L'Europe doit-elle plier face à Moscou, ou inventer une nouvelle souveraineté industrielle? C'est le dilemme qui, aujourd'hui, coupe le souffle aux dirigeants comme aux citoyens de tout le continent. Face à l'arrêt brutal des métaux stratégiques et des gaz inertes russes, l'illusion d'une Europe toute puissante grâce à ses technologies et ses services s'effondre. Car la réalité est implacable. Sans accès garanti aux matières premières, aucune usine ne tourne, aucun avion ne vole, aucun rêve technologique ne se réalise. Alors, que faire? Deux chemins se dessinent, et chacun implique des sacrifices. Premier scénario. Négocier avec la Russie, accepter certains compromis politiques pour sauver le tissu industriel, préserver les emplois, la stabilité sociale et la place de l'Europe dans la compétition mondiale. Mais à quel prix et avec quel degré de souveraineté réelle? Deuxième scénario, refuser de plier, maintenir la ligne politique actuelle.
tout en sachant que cela veut dire accepter une phase difficile de déclin industriel, des pertes d'emplois massives, une récession à grande échelle, et peut-être voir s'éroder l'influence européenne pour longtemps. On réalise aujourd'hui que le modèle européen axé sur les services et les technologies ne suffit plus, si les matières premières sont tenues hors de portée. Même l'industrie allemande, réputée pour son efficacité, s'avère vulnérable en temps de pénurie. Les stocks tampons fondent à vue d'œil, les chaînes de production s'arrêtent, des milliers d'emplois sont menacés. Et l'Europe n'a quasiment pas de réserve stratégique. Les stocks d'alternatives sont faibles, la diversification des partenaires, vers l'Afrique, l'Amérique latine ou l'Australie, prendra des années, voire des décennies. Pendant ce temps, la machine industrielle russe accélère son pivot asiatique. La Chine, l'Inde, le Moyen-Orient signent des contrats records, offrant à Moscou une alternative solide et une source de revenus stable. Pour la première fois, la Russie n'a plus peur de perdre les marchés occidentaux. La dépendance a changé de camp. Ce qui se joue en Allemagne concerne toute l'Europe. Paris, Milan, Varsovie sont tout autant exposés, une crise allemande, et c'est tout le continent qui tremble. Les travailleurs, les PME, les jeunes diplômés deviennent, malgré eux, les pions d'un grand jeu géopolitique où la logique économique cède la place à la logique de la force brute. Et le risque est immense. Si l'Europe ne réagit pas, elle pourrait perdre durablement sa capacité à innover, à protéger ses citoyens, à garantir un niveau de vie stable. Une spirale de délocalisation s'amorce déjà, et chaque jour de paralysie industrielle creuse un peu plus l'écart avec les concurrents extra-européens. Tout cela signifie une chose, le compte à rebours est lancé. L'Europe doit faire des choix stratégiques décisifs, et vite. Faut-il capituler devant la pression russe, ou réinventer une souveraineté industrielle coûte que coûte? Le destin du continent se joue, maintenant. Quelle voie l'Europe choisira-t-elle pour son avenir? La crise ne fait que commencer. Qui survivra dans la nouvelle ère des guerres des matières premières? Ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas seulement la capacité de l'industrie allemande à redémarrer ses chaînes de production ou à trouver de nouveaux fournisseurs. C'est l'avenir même du modèle européen qui vacille. Parce que, sans ressources, la technologie, aussi avancée soit-elle, ne sert à rien. On ne fabrique pas des voitures électriques sans métaux stratégiques. On ne produit pas de puces sans gaz inerte. On ne bâtit pas une industrie sur de simples discours. Chaque jour de blocage, ce sont des millions d'euros de pertes, des emplois en péril, des PME qui ferment, des familles plongées dans l'incertitude. Derrière les mots, il y a des vies suspendues à des décisions prises loin des ateliers, dans des salles de réunion où l'on réalise, trop tard, que la souveraineté industrielle ne se décrète pas, elle se construit, elle s'anticipe. Moscou a brisé l'illusion. La Russie n'est plus un simple fournisseur, mais un acteur qui impose ses conditions, qui transforme chaque gramme de métal, chaque mètre cube de gaz en instrument de pouvoir. Face à cette froideur stratégique, l'Europe se retrouve désarmée, prise au piège de ses propres certitudes. Alors, la vraie question pour l'Allemagne, et pour toute l'Europe, n'est plus de savoir qui a raison, mais qui saura s'adapter, qui osera repenser sa dépendance, qui retrouvera le courage d'investir dans sa propre capacité à produire, à transformer, à innover. Ce n'est plus seulement une question de compétitivité, c'est une question de survie économique et sociale. Le compte à rebours a commencé, et chaque minute perdue creuse un peu plus le fossé entre ceux qui contrôlent les ressources et ceux qui en dépendent. Refuser d'agir, c'est accepter le déclassement. Accepter de devenir, lentement mais sûrement, une économie de service, spectatrice de sa propre désindustrialisation. Mais l'histoire n'est pas encore écrite. Il reste aux décideurs, aux industriels, aux citoyens, à chacun d'entre nous, la possibilité de repenser nos priorités et d'exiger une vraie souveraineté industrielle. Parce qu'à l'heure où la Russie impose ses règles, l'Europe ne peut plus se permettre d'attendre.